Avant de finir, je voudrais te proposer ce petit hors-série complémentaire. C'est un résumé immersif issu du podcast Le meilleur résumé sur une œuvre que j'ai évoquée dans l'avant-dernier épisode, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Le studio Biloba présente Le meilleur résumé, la littérature au creux de l'oreille. Dans cet épisode, découvrez Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Le plaisir d'incendier. Dans les mains d'un homme casqué, un lance-flamme crache du feu, un feu qui dévore un tas de livres sur le seuil d'une maison. Ces ouvrages calcinés s'envolent en tourbillons d'étincelles dans l'obscurité de la nuit. Cet homme s'appelle Guy Montag et il est pompier dans un futur indéfini. Un futur, en tout cas, où le rôle d'un pompier est d'allumer les feux et non de les éteindre. Le nombre 451 orne son casque, c'est la température en degrés Fahrenheit à laquelle le papier se consume. Telle est sa mission, détruire les livres, tous les livres, et parfois également les citoyens délinquants qui les cachent. Guy Montag rentre chez lui avec la satisfaction d'avoir bien fait son travail. Dans un monde où presque tout est automatisé, il prend un métro à air comprimé pour rejoindre sa maison de plastique qu'il partage avec son épouse Mildred. Alors qu'il est sur le point d'arriver, à l'angle d'une rue, le pompier rencontre une jeune fille, Clarisse McClellan. Âgée de 16 ans, cette nouvelle voisine chamboule l'univers de Montag, parce qu'en parlant ensemble, ils découvrent qu'elle aime regarder la lune, frotter les pissenlits sous son menton, parce que dans sa famille, les gens se parlent juste pour le plaisir, parce qu'elle n'a pas peur de lui et qu'elle lui pose des questions sans queue ni tête. Est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce que je suis quoi ? Et c'est sur cette dernière question, étrange, qu'elle s'en va en courant. Étrange, c'est le bon mot pour définir cette rencontre. En entrant dans sa maison, Guy Montag se dit en lui-même « Bien sûr que je suis heureux ». Pourtant, chez lui, il n'y a ni rire, ni bavardage. Sa femme est allongée sur le lit, des coquillages sur les oreilles, ce sont des sortes d'oreillettes électroniques qui déversent un flot continu de distraction. Mais Mildred ne dort pas, elle est glacée, sans vie. Elle a avalé d'un coup tout un flacon de somnifère. Non, se dit-il, il n'est pas heureux, et il crie « Mildred !» Alors que les avions de chasse déchirent le ciel nocturne, rappelant qu'une guerre incessante les oppose à de nébuleux ennemis, le pompier appelle les urgences. 2 opérateurs interviennent. Ils sont munis d'étranges engins. L'un vide l'estomac de la victime, l'autre remplace son sang. Ils expliquent. « Oh, vous savez, c'est une opération de routine. Les suicides sont fréquents. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait construire ces appareils. » Bon allez, c'est pas tout, on a fini, faut qu'on y aille. J'ai un autre appel qui vient de me tomber dans l'oreille. Alors 2 pâtés de maison d'ici. Ah tiens, c'est étonnant. Encore quelqu'un qui vient de faire sauter le bouchon d'un tube de comprimé. Avant de se coucher, Montag s'aventure dans le jardin de son étrange voisine, Clarisse. Discrètement, il écoute les bavardages. Dans l'océan de la nuit, seul rayonne comme un phare la lumière et les rires issus de la maison McClellan. Au matin, Mildred ne se souvient de rien. Affamée, elle dévore son petit déjeuner sans comprendre que sa fringale vient de son lavage d'estomac nocturne. Quand Montag lui explique qu'elle a avalé tout un flacon de somnifère la veille, elle n'y croit pas. « Mais enfin Guy, tu le sais, jamais je ne ferai une chose pareille. D'ailleurs, pourquoi ferais-je une chose pareille ?» Laissant sa femme face au mur écran qui lui tiennent compagnie toute la journée, Montag se rend au travail. Mais sur le chemin, il croise à nouveau Clarisse. Encore elle. Elle cueille des fleurs et boit la pluie. Clarisse lui dit qu'il ne devrait pas être pompier. « Ça ne vous va pas du tout. » De quoi perturber notre héros. Tapis dans l'obscurité de la caserne de pompiers, se trouve le limier, une machine équipée de 8 pattes articulées et à l'odorat aiguisé. Muni d'un dard métallique, silencieux comme une ombre,
il est capable de tuer avant même que sa cible ne l'ait entendu arriver. Son attitude menaçante rend Montag inquiet. Et si quelqu'un avait confié son odeur au limier pour le rendre hostile à son égard ? Son supérieur, le capitaine Beatty, lui rit au nez. « Enfin Montag, c'est une belle prouesse technique, un super fusil capable de ramener sa cible et surtout qui fait mouche à tous les coups. Justement, je ne tiens pas à être sa prochaine victime. Et pourquoi cela tient ? Vous n'avez pas la conscience tranquille ?» Chaque jour désormais, Guy croise Clarisse. À travers leurs échanges, elle lui fait voir le monde différemment. Jugée insociable, elle ne s'intègre pas à l'école et assure être folle. Elle regrette l'abrutissement du monde actuel et cette faculté des hommes à se faire du mal. Il y a des moments où j'ai l'impression d'être une antiquité. J'ai peur des enfants de mon âge. Ils s'entretuent. Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Mon oncle, lui, il dit que non. L'adolescente aime observer les gens, dans le métro, dans les parcs d'attractions. Elle les écoute discuter, mais déplore qu'ils ne parlent de rien. Ils disent tous la même chose et personne n'a jamais un avis différent. Perpétuellement, Clarisse regrette le monde d'avant, décrit par son oncle, un monde disparu. Puis d'un jour à l'autre, Clarisse s'évapore sans laisser la moindre trace. Montag est bouleversé de ne plus la voir et imprudemment, il teste auprès de son capitaine, Beatty, l'une des théories dont lui a parlé la jeune fille. Je me demandais, autrefois, le rôle des pompiers n'était-il pas par hasard d'éteindre les incendies plutôt que de les allumer ? Tous ses collègues éclatent de rire. 2 d'entre eux sortent le manuel des pompiers d'Amérique. C'est écrit noir sur blanc. Leur ordre a été fondé en 1790 pour brûler les livres d'obédience anglaise dans les colonies. La leçon d'histoire est interrompue brutalement. Le grenier d'une maison est soupçonné de contenir des livres, d'après une délatrice anonyme. Sur place, contrairement à la coutume, la propriétaire n'oppose pas de résistance. Grondant d'un sourd reproche, la vieille femme observe les pompiers, s'apprêtant à mettre le feu. Sans attirer l'attention, Guy Montag subtilise un ouvrage, sans qu'il ne sache pourquoi, comme si sa main avait agi de sa propre initiative. Ne se doutant pas de ce que cache son équipier, le capitaine Beatty l'exhorte à entamer l'autodafé. Mais la vieille femme refuse de quitter les lieux. Malgré l'insistance de Montag, elle se tient campée dans sa maison, recouverte de pétrole, et pousse le courage jusqu'à craquer elle-même l'allumette fatale. Pour la première fois, Guy voit une personne se consumer avec ses livres. De retour chez lui, Montag tente d'avoir une réelle conversation avec Mildred, toujours scotchée à ses murs écrans. Elle se rend alors compte, confusément, qu'ils ont tous deux oublié le récit de leur rencontre. Montag, très troublé, tente d'arracher sa femme à son hébétude, mais en vain. Et il finit par lui demander si elle a vu Clarisse ces 4 derniers jours. « Je crois qu'elle est partie. » « Partie ? Oui, sa famille a déménagé. Enfin, elle est partie pour de bon, je crois qu'elle est morte. Non, on ne doit pas parler de la même fille. Si, la même fille, McClellan, écrasée par une voiture il y a 4 jours. Enfin, je suis pas sûr, je crois qu'elle est morte. Cette nuit-là, Montag s'endort avec, sous son oreiller, le livre qu'il a dérobé. Au matin, il dort plus que de raison. Fiévreux, malade, il refuse d'aller au travail. Il a beau expliquer à Mildred qu'il a vu mourir une femme dans les flammes, elle lui recommande d'appeler son capitaine. Mais c'est finalement lui, Beatty, qui fait le déplacement. « Entrez, capitaine. » Glacé de terreur, Montag pense au dangereux livre caché sous son oreiller pendant que le capitaine lui rappelle l'histoire de son métier. Selon lui, les médias de masse ont peu à peu été nivelés par le bas, normalisés en une vaste soupe. Paresseux, le public réclamait de la facilité et le système l'en a abreuvé. Provocateur, dérangeant, vecteur d'inégalité sociale,
Les livres vont à l'encontre du bonheur collectif, qu'il est du devoir des pompiers de protéger. L'important pour vous, Montag, c'est de vous souvenir que nous sommes les garants du bonheur. Nous faisons front contre la petite frange de ceux qui veulent affliger les gens avec leurs théories et leurs idées contradictoires. Il faut tenir. En plus de lui confirmer la mort de Clarisse, Beatty explique à Montag que chaque pompier, au moins une fois, se laisse tenter par l'envie d'épargner un livre. Au-delà d'une période de 24 heures, soit il l'a brûlé, soit ses collègues viennent le faire. Voilà le délai qui s'offre à lui. Sitôt son capitaine parti, Montag, fébrile, révèle à son épouse l'impensable. Ce n'est pas un livre qu'il a dérobé. Caché dans le conduit du climatiseur, il y a une 20aine d'ouvrages empochés au fil des mois. En voyant cela, le visage de Mildred devient livide. Puis tout en laissant échapper un gémissement, elle se précipite, saisit un livre et court vers l'incinérateur de la cuisine. Montag la rattrape et l'arrête violemment. « Aïe, tu me fais mal !» Montag ouvre un livre. Il parcourt une 12aine de pages au hasard et tombe sur un passage dont le sens n'apparaît pas clairement. Mildred, assise dans le couloir en face de lui, s'exclame « Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut rien dire du tout. Le capitaine Beatty avait raison. » « Attends, on va recommencer du début. » Alors que la pluie froide de novembre frappe la maison, Montag et Mildred passent donc tout un après-midi à lire. Mais la femme se désintéresse progressivement de l'exercice pour revenir à ses murs écrans. D'inquiétants bruits, comme des grattements sur la porte, semblent indiquer une surveillance accrue de la maison. Le pompier se souvient alors de Faber, un professeur d'anglais à la retraite qu'il a croisé 1 an plus tôt dans un parc et qu'il a laissé partir alors qu'il cachait un recueil de poèmes. Il décide de lui rendre visite. D'abord effrayé, Faber accepte de lui expliquer les 3 éléments dont il aurait besoin pour bouleverser cette société. Il faudrait d'abord une information de qualité, ensuite le loisir de l'assimiler, et enfin, il faudrait bien sûr avoir le droit d'agir en fonction de ce que nous avons appris de ces 2 premiers éléments. Montag offre à Faber une Bible, un ouvrage devenu rarissime. Par ce geste, il décide de son destin, il veut sauver les livres. Le retraité lui confie alors un coquillage de sa confection, qui leur permettra de rester en contact. Le plan est de s'attaquer aux maisons d'autres pompiers, d'y cacher des ouvrages et de lancer des réimpressions. Mais Montag, dont le monde est irrémédiablement bouleversé, perd pied. De retour chez lui, il provoque un esclandre devant plusieurs amis de sa femme, venus regarder une émission. Le pompier coupe les murs écrans et leur lit de la poésie, provoquant une grande détresse émotionnelle chez l'une des invitées. Sur les conseils paniqués de Faber, il mime une farce et quitte précipitamment la soirée pour se rendre à la caserne. Là, le capitaine Beatty lui livre un long discours sur les dangers des livres, qui ne font que semer la discorde et le chaos. Une nouvelle fois, Montag est sauvé par l'alarme. Une maison attend d'être incendiée. Encore déboussolé, le pompier grimpe dans le camion de pétrole orné d'une salamandre. Quand le véhicule s'arrête, il constate qu'il est devant chez lui. Incrédule, Montag comprend que c'est son épouse qui a donné l'alerte, avant de quitter le foyer furieuse. Le capitaine Beatty force alors Montag à incendier sa propre maison, tout en lui vantant les vertus des flammes. Qu'est-ce que le feu ? Un mystère. Les savants nous servent un charabia où il est question de friction et de molécules, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'il en est. Sa vraie beauté réside dans le fait qu'il détruit la responsabilité et les conséquences. Sachant qu'il sera arrêté sitôt sa mission terminée, Montag n'a plus rien à perdre. Avec son lance-flamme, il tue le capitaine Beatty. Puis, comme il est attaqué par le limier, le robot tueur, il y met également le feu. Après quoi, le pompier récupère quelques livres cachés dans son jardin et prend la fuite. Le temps lui est compté, aussi se dirige-t-il chez Faber. Là, il apprend par le petit téléviseur de ce dernier qu'un nouveau limier, livré par un arrondissement voisin, le traque. L'Imi-Robot est infaillible. Jamais, depuis la première utilisation qui en a été faite, cette incroyable invention n'a laissé échapper sa proie.
Ce soir, notre chaîne est fière de pouvoir vous proposer de suivre en direct le limier par hélicoptère caméra dès son départ en chasse. Son nez est si sensible qu'il est capable d'identifier et de retenir 10 000 constituants olfactifs sur 10 000 personnes sans être reprogrammé. Alors que Faber s'échine à effacer toute trace du passage de Montag, celui-ci part en direction du fleuve. La recherche du limier est retransmise sur tous les téléviseurs et Montag entend. La police nous informe, elle invite toute la population du secteur d'Elm Terrace à procéder comme suit, que dans chaque rue, chaque habitant de chaque maison ouvre sa porte côté rue ou côté jardin ou regarde à ses fenêtres. Le fugitif ne peut s'échapper si chacun regarde dehors dans la minute qui suit. Prêt ? Un décompte commence. 10, 9, 8, Montag s'élance à toute vitesse. 7, 6, 5, Sa gorge est en feu et ses yeux desséchés par la course. 4, 3, 2, Les poignées de 5000 portes tournent simultanément. 1, 0. Juste à temps, Montag a réussi à atteindre le fleuve. Il est sauvé. Grâce à l'eau, son odeur est masquée et le limier perd sa trace. Il se laisse porter par le courant jusqu'à trouver une ancienne voie ferrée qui le mène à un feu de camp, un camp de vagabonds. Ils le reconnaissent. Un homme nommé Granger lui explique qu'ils ont suivi sa traque sur un petit téléviseur à piles. Et ils assistent à la mort d'un inconnu qui est désigné comme Montag et assassiné en un éclair par le limier. Et voilà, comme je vous le disais, le limier est infaillible. Les recherches sont donc terminées, le criminel Guy Montag est mort. Sous vos yeux ce soir, un crime contre la société vient d'être vengé. Le limier ne pouvait pas échouer, il fallait assurer le spectacle. Montag fait alors la connaissance de ces hommes, tous des intellectuels devenus des marginaux. Il l'accueille parmi eux. Et notre héros découvre alors leur incroyable secret. Ces vagabonds portent en eux les livres qu'ils n'ont ainsi plus besoin de stocker. Ils les connaissent par cœur. C'est leur mission, le sens de leur existence. Granger demande « Aimeriez-vous lire La République de Platon, Montag ?»« Bien sûr, je suis la République de Platon. »« Et ça vous plairait de lire Marc Aurèle ? Monsieur Simons est Marc Aurèle. Nous sommes tous là, Montag. Aristophane, le Mahatma Gandhi, Gautama Bouddha, Confucius et Thomas Jefferson. Nous sommes aussi Matthieu, Marc, Luc et Jean. » Ils se tiennent ainsi, au bord du fleuve, sous la lumière des étoiles, quand un hurlement déchire soudain le ciel. Au loin, la ville est bombardée, réduite en cendres. L'ex-pompier pense à sa femme, Mildred, à Clarisse et à Faber. Le petit groupe se met ensuite à marcher vers le nord, Montag à sa tête. Et voilà comment se termine Fahrenheit 451, l'un des ouvrages majeurs du genre dystopique que l'on doit à Ray Bradbury, maître en la matière. Paru en 1953 aux États-Unis, le roman aurait été inspiré par un policier un peu trop zélé auquel l'auteur aurait eu affaire 4 ans plus tôt. En essayant de lire entre les lignes, on peut voir Fahrenheit 451 comme une critique du macartisme, la chasse aux sorcières idéologique qui faisait rage aux États-Unis lors de la guerre froide. Mais Bradbury n'a jamais validé cette théorie, malgré les nombreuses interviews qu'il a données sur cet ouvrage. Couronné par le prix Hugo du meilleur roman l'année suivant sa sortie, Fahrenheit 451 a inspiré de grands artistes de son époque. Citons notamment le réalisateur François Truffaut, pilier de la Nouvelle Vague, qu'il a adapté en 1966 dans un long métrage éponyme. C'est d'ailleurs son seul film en anglais. Enfin, pour l'anecdote, cette température de 451 degrés Fahrenheit, censée être celle à laquelle un livre se consume, n'est pas issue d'un consensus scientifique. Elle vient en fait d'une caserne de pompiers à laquelle Bradbury avait simplement passé un coup de fil. Merci d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, je vous rappelle que nous avons essayé de vous livrer le meilleur résumé possible de ce chef-d'œuvre.
mais nous vous recommandons tout de même vivement de le lire par vous-même. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à ce podcast, à lui mettre 5 étoiles, un excellent commentaire et à le partager à votre entourage qui pourrait être intéressé. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle histoire. Cet épisode a été coécrit par Mimi Hegel et Gabriel Massé. Il vous a été présenté par Gabriel Massé. C'est une production du Studio Biloba. Plus de podcasts à découvrir sur studiobiloba.fr.